Merci beaucoup. Merci beaucoup d'abord, bien sûr, à Laurence et à Raphaël d'avoir organisé cette conférence. Et merci beaucoup à Yves Daudet pour le présider et à l'autre Yves d'avoir renvoyé tout le monde aux juridictions nationales. Même si je crois, un peu comme Yves Daudet l'a dit, que peut-être le processus va dans un sens inverse parce qu'on a maintenant des jugements des juges nationaux, Urgenda, mais aussi des autres juridictions dont je vais parler dans un instant. Et après, on va avoir un avis consultatif, plusieurs avis consultatifs des juridictions internationales, y compris la Cour internationale de justice, qui est la cour la plus prestigieuse, bien sûr, sur le droit international. Donc, je vais vous présenter d'abord une décision à laquelle j'ai moi-même participé. J'ai voté pour, donc ce n'est pas vraiment une présentation critique. Deuxièmement, je vais vous référer à des autres décisions nationales avec un groupe plutôt progressiste et un autre groupe qui est plutôt réticent. Et dans la conclusion, je vais démontrer, j'espère, que les considérations de ces deux groupes sont assez semblables, même si les résultats ne le peuvent pas être. Donc, à la fin, la Cour internationale de justice va avoir quelque chose à décider. C'est pas mal. Mais bien sûr, les cours et tribunaux nationaux dépendent de leur loi nationale. Et dans l'exemple allemand, il y a un article dans la Constitution qui présume qu'il y a un devoir de l'État de protéger les fondements naturels de la vie par l'exercice plutôt du pouvoir législatif. Donc, l'adressé de cette disposition est plutôt et d'abord le législateur. Et dans le cadre de l'ordre constitutionnel, après aussi des pouvoirs exécutifs et judiciaires, dans les conditions fixées par la loi et le droit. Donc, on voit que c'est le législateur qui doit avoir le contrôle du processus, selon cet article. La Cour, quant à elle, avait 4 recours constitutionnels contre la loi relative à la protection du climat du législateur. Donc, c'était, premièrement, le législateur qui a légiféré après l'accord de Paris, qui, bien sûr, le législateur avait aussi approuvé à l'unanimité, il faut dire. Donc, la base, c'est une loi de cette décision, et la décision contrôle cette loi contre cet article que j'ai déjà cité, et aussi, et d'abord, contre les droits individuels subjectifs de ces 4 requêtes. Il y a aussi une femme que je dois vous présenter parce que c'est l'étudiante la plus connue de mon université de Göttingen, parce qu'elle était une des requérants, ce qui ne me faisait pas partie prenante, bien sûr, mais maintenant je suis professeur de l'université de Göttingen, donc je dois vous démontrer que c'est une étudiante de mon université qui était responsable pour une de ces requêtes. Il y en avait des requêtes différentes. Premièrement, il y avait une requête contre la loi, contre l'absence d'une loi, ce qui n'était pas très important pour la décision de l'enfant, mais il y avait des autres qui ont fait l'argument que la vie des millions d'êtres humains se trouverait menacée si le réchauffement irait au plus de 1,5 degré Celsius, et il y aurait le risque qu'un point de basculement soit franchi, ce qui entraînerait des conséquences imprévisibles pour le système climatique. Deuxièmement, on avait l'argument que la réduction des émissions de CO2 prévue par la loi ne permettrait pas de respecter le budget résiduel de CO2 correspondant au seuil de 1,5% de réchauffement.
de 1,5 degrés de réchauffement. C'est très intéressant parce qu'on a utilisé un but qui n'est pas le but de Paris, mais un but plus serré. Donc, on a un peu représenté l'accord de Paris dans une façon qui n'était pas correcte. Il y avait aussi des requérants de Népal et du Bangladesh, fondant leur recours en particulier sur le devoir de protection de l'État découlant des droits fondamentaux, même à l'étranger. Alors, qu'est-ce que sont les droits? C'est le droit à l'intégrité physique, c'est le droit à la propriété, mais ce sont aussi les libertés de manière générale concernant les réductions après 2030. Pourquoi les réductions après 2030? Parce que la loi prévisait seulement des réductions jusqu'à l'année 2030, et après, ce serait au gouvernement de décider sur la suite. Et ça, on a pensé, n'était pas assez pour remplir le devoir de l'article 21A. Et aussi, on a utilisé l'argument qu'il y aurait un droit à un avenir digne et aussi un droit à un minimum environnemental découlant de cette dignité humaine combinée à l'article 21 concernant la protection des fondements naturels de la vie. Et aussi, dans toutes ces requêtes, on a utilisé le conflit de génération, c'est-à-dire une étudiante qui a porté plainte. Les générations existantes émettraient tous les CO2 disponibles au détriment des générations futures. Bien sûr, les générations futures sont aussi dans l'article 20A de la Constitution. Donc là, je suis désolé, j'aurais dû montrer ça à vous en écrit. C'est numéro 2, recevabilité, parce que le contexte est assez clair. Ce sont les sources comme les rapports du GIEC et aussi les rapports du Conseil des experts sur l'environnement du gouvernement. Les faits ont été présents ce matin, donc je ne dois pas les répéter ici. La recevabilité était plus difficile, en particulier parce qu'il y avait l'argument de l'actio popularis. L'argument était un peu comme ça, si tout le monde est concerné, si tout le monde est une victime, il n'y a pas de victime du tout. Et c'est précisément la raison pour laquelle on a rejeté cet argument contre la recevabilité. Et c'est très important pour les cours et tribunaux internationaux, parce que c'est le même argument qu'on fait, disons, alors les victimes ne sont pas des victimes spéciales, ce sont des victimes générales. Mais c'est un des devoirs des juridictions constitutionnelles, mais aussi internationales, de dire le droit pour tout le monde. Et si tout le monde, c'est les droits d'une grande partie des gens sont violés, ça veut dire qu'il y a des violations. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violations. Donc je ne pense pas que c'est un bon argument, et la Cour n'a pensé pas la même. Deuxièmement, il y avait le grand problème des deux associations de défense de l'environnement. On a discuté sur les droits de l'environnement, mais la Cour a rejeté cette démarche, disant que la loi allemande ne prévisait un tel droit devant la juridiction constitutionnelle. Il faut dire que le droit européen, quant à lui, reconnaît ces droits dans le droit de l'environnement administratif, mais pas au niveau constitutionnel. Et troisième, très important et intéressant, les requérants venant de l'étranger n'étaient pas rejetés à ce stade-là parce que la Cour a déjà reconnu que les étrangers peuvent avoir des droits constitutionnels en Allemagne, mais seulement s'ils sont confrontés à des décisions extraterritoriales de l'autorité allemande, donc pas bien sûr de l'autorité étrangère. Donc c'était recevable, mais on va voir que ça n'avait pas beaucoup de succès sur le fond. Parce qu'après, le fond avait trois aspects. Premièrement, la Cour a dit qu'il n'y avait pas de violation des devoirs de l'État découlant des droits fondamentaux de protéger les requérants. La Cour constitutionnelle allemande est très réticente de reconnaître des droits, des obligations positives de l'État
découlant des droits contre l'intervention de l'État. Pourquoi? Parce que si le législateur doit se comporter entre des droits forts contre l'intervention des États et des obligations fortes pour l'intervention des États, ce sont les cours qui décident tous. Et ça ne peut pas y avoir. Donc, les devoirs d'abstention de l'État sont assez forts et exécutés par la juridiction nationale fortement, mais les devoirs positifs sont plutôt pour les législateurs à trancher. Premièrement, hein, donc, le dernier mot, en Allemagne, vous connaissez le bien, à la Cour constitutionnelle, très souvent. Maintenant, je peux le dire. Hein. Autrefois, l'année passée, je n'aurais pas le dit. Donc, c'est le premier, c'est la raison pour... il n'y avait pas cette obligation positive forte que dans les autres juridictions. Deuxièmement, concernant la violation des devoirs de protection envers les récurrents du Bangladesh et du Népal, alors la Cour a décidé que là, il y a un problème de base, c'est que les droits fondamentaux sont applicables aux actions de l'État à l'étranger, comme je l'ai dit, mais il n'y avait pas de décision sur la question de savoir si un droit de protection peut exister aussi vis-à-vis des récurrents étrangers, pourquoi pas, parce qu'une violation du devoir de protection, en tout cas, était impossible. Pourquoi? Parce que l'Allemagne n'a pas la compétence pour prendre des mesures d'adaptation dans un pays étranger. En général, qu'est-ce que l'État peut faire contre le réchauffement climatique? Premièrement, il peut interdire les émissions des gaz à effet de serre. Et deuxièmement, il peut prendre des mesures d'adaptation. Mais bien sûr, l'État ne peut pas prendre des mesures d'adaptation à l'étranger. Pas au Bangladesh, pas au Népal. Donc, cette démarche ne pouvait pas avoir succès, même si dans un instance, on pourrait dire que ça peut avoir succès si l'Allemagne n'avait pas contribué à la lutte contre le réchauffement climatique en général. Donc, si l'Allemagne n'aurait pas signé l'accord de Paris, potentiellement, ça serait une violation on peut faire valoir de l'étranger aussi. Mais bien sûr, l'Allemagne est partie de l'accord de Paris et à prendre les mesures minimum au niveau international. Donc, il n'y a pas de violation envers les gens à l'étranger. Donc, on ne peut pas constater une violation de devoir de protection au vu des seules émissions de gaz à effet de serre en général. Il faut aussi prendre note des mesures d'adaptation prises par l'État. Donc, l'originalité de la décision réside dans le troisième clé, c'est la violation des droits intertemporels à la liberté générale. On n'est pas allé dans les détails parce qu'avec les droits physiques, à la vie physique, on pourrait aussi dire qu'il y a des mesures d'adaptation possibles, donc encore on ne sait pas si la vie vraiment est en danger. La même chose avec la propriété, on peut prendre des mesures d'adaptation, même contre les farms sur la mer, c'est encore possible. Mais la Cour, c'est l'argument clé, il y a déjà une intervention de l'État parce qu'il y a un effet anticipé similaire à une ingérence. On teste la proportionnalité seulement s'il y a une ingérence de l'État. Mais il peut y avoir une ingérence non classique s'il y a un effet semblable d'une action de l'État. Et là, la Cour a dit qu'il y a une menace irréversible pour la liberté future par l'admission des émissions trop élevées. Donc, le budget CO2 pourrait être épuisé par les générations présentes. Et donc, il n'y aura plus de budget CO2 disponible à l'avenir. Un usage de liberté concernant l'émission de CO2 au futur sera réduit par les émissions présentes. Donc, les émissions, ou à vrai dire juridiquement, les permissions des émissions sont des permissions présentes et les droits du futur sont violés. Et s'il y a une ingérence présente, la Cour peut trancher aujourd'hui et ne doit pas
attendre le moment où les droits sont vraiment violés. Le cours a aussi dit qu'il y a déjà les risques d'atteinte grave à la liberté générale. Pourquoi générale? Parce que pour tous les conforts d'aujourd'hui, on utilise le CE2. Donc, si le budget est épuisé et on n'a pas des nouvelles techniques pour faire autrement, pour vivre autrement, les libertés dans la vie sont sérieusement réduites. C'est l'argument de la Cour. Donc, cet argument a permis à la Cour d'analyser dans une façon très classique, il faut dire, l'ingérence de l'État par accepter des émissions élevées de CO2, trop élevées, il faut dire. Et une des justifications de l'État serait que les actions étaient conformes à l'article 21 de la loi fondamentale. Et il faut dire, oui, comme avec les obligations de protection, il n'y avait plus des violations de l'article 21. Pourquoi? Parce que l'État avait adopté des mesures, les législateurs avaient adopté une loi, même si la loi peut être insuffisante, ce n'est pas pour la Cour de le corriger sous la base de l'article 21. Mais, et c'est maintenant le truc le plus important, parce qu'il y avait une ingérence, il y a plus que l'article 21, il y a aussi la proportionnalité classique. Et parce qu'il y avait de l'ingérence, la Cour pouvait aussi appliquer la proportionnalité. Déjà aujourd'hui, parce que l'ingérence est d'aujourd'hui et pas de demain. Et ça, la Cour a fait, et la Cour est arrivée à la conclusion que la réduction des émissions de CO2 imposée par l'article 21 LF, en vue de réaliser la neutralité climatique, doit avoir lieu avec prévoyance et être répartie dans les temps. Donc, c'est-à-dire droit intertemporel. Il y avait un fardeau écrasant pour les autres générations et une menace d'une vaste perte de la liberté dans l'avenir par l'ingérence présente. Et ce ne serait pas tolérable de permettre à une certaine génération d'épuiser la majeure partie du CO2 disponible. Donc la Cour a aussi une obligation de balance entre les générations par voie des droits intertemporels. Et le devoir de protection sur l'article 21 de la loi fondamentale va de pair avec l'impératif de prendre soin des fondements naturels de la vie de manière de les léguer aux générations futures dans un état qui laisse un choix autre que celui de l'austérité radicale. Donc, l'article 21 joue un rôle dans l'analyse de proportionnalité, mais pas en tant que droit objectif pour le législateur. Et alors, avec la proportionnalité, on arrive à la risque de contraintes intolérables aux droits fondamentaux. Des mesures de précaution doivent être prises, y compris un passage à la neutralité climatique en temps utile. Donc la neutralité climatique doit être la cible. Et la fixation des émissions ultérieures à temps est un impératif du droit constitutionnel, aussi venant de l'article 21. Mais il n'est pas certain qu'avec la démarche prévue, la trajectoire ultérieure en matière de réduction des émissions soit réalisable à temps. Et c'est très important parce qu'il y a un budget, le budget est épuisé, on ne peut rien faire en théorie pour remplir les obligations. Il faut aussi dire que la Cour a dit on pourrait argumenter que les pays industrialisés ont le droit d'épuiser plus du budget, mais la Cour l'a rejeté, disons, on commence avec la dignité égale des humains et pas des Allemands ou des Européens. Donc, on ne peut pas dire que les Européens peuvent épuiser plus de budget que les gens venant du Congo. Autrefois, on n'a aussi pas adapté l'argument selon lequel à cause des émissions du passé, on a plus de l'obligation en tant que pays industrialisés. Mais la Cour a dit que c'est notre présomption. La Cour a dit que les législateurs peuvent faire autrement. Mais pour la Cour, l'égalité humaine est le point de départ
ce qui est assez évident, je pense, pour la discussion internationale, qui n'est pas finie par cet argument plutôt national. Donc, les législateurs devraient imposer au pouvoir réglementaire des fixations, en particulier à procéder de 2025. Pourquoi 2025? Parce que c'était le temps où le gouvernement avait été autorisé de fixer les volumes ultérieurs, mais c'est au législateur et pas au gouvernement de le faire. Et donc, ce point n'est pas important. Donc, la décision est une décision classique sur les droits intertemporels. Il y avait des décisions suivantes. Je veux citer seulement un, c'est le numéro 2 ici. Il n'y avait pas de standing des particuliers pour forcer le législateur d'introduire une limitation obligatoire des vitesses des voitures. C'est l'Allemagne, après tout. Hein. C'est une question très importante pour l'industrie des voitures, bien sûr, aussi. Pourquoi pas? Parce qu'on ne peut pas porter plainte pour arriver à des décisions précises, comment arriver à le but ultime. Ce n'est pas une matière constitutionnelle. La matière constitutionnelle, sous l'article 21, est le but qui doit être achevé de zéro émission et le budget des gaz à effet de serre qui doivent être réduits jusqu'à zéro. Quelles étaient les réactions des autres juridictions nationales? Mais on pourrait dire qu'il y avait ici une approche commune franco-allemande. Le Conseil constitutionnel, quant à lui, avec sa décision du 12 août 2022, a aussi utilisé l'idée du budget des gaz à effet de serre. Donc cet élément-là a été accepté d'une certaine façon par le Conseil constitutionnel. Je sais bien que le Conseil d'État est un peu plus réticent à dire au gouvernement des obligations concrètes, mais c'est la même chose avec la Cour allemande. Évidemment, ce n'est pas pour nous, c'est la deuxième décision de suite qui disait, ce n'est pas à la Cour de dire qu'il doit y avoir une limite de vitesse pour les voitures, c'est au législateur de le faire, et c'est un peu la même chose que le Conseil d'État, me semble, est arrivé à la décision de la semaine passée, je pense, sur cette matière. Donc là, il y a peut-être une approche commune franco-allemande, au moins là, hein, il faut dire ces jours-là. Les cours néerlandais, quant à elles, étaient beaucoup plus progressistes. L'affaire Urgenda était peut-être le début de cette jurisprudence nationale en général, mais aussi il y a l'affaire Shell qui va encore plus loin, disant qu'une entreprise précise doit prendre des mesures sans attendre de la législation nationale. Et ça va plus loin que dans le modèle franco-allemand qui est c'est au législateur de prendre les mesures, mais le législateur doit achever le but des émissions zéro et ne doit pas utiliser tous les budgets. Donc les Néerlandais vont plus loin. Les Norvégiens, quant à eux, même ayant une disposition dans leur constitution disant qu'il y a un droit des particuliers à un environnement propre, ont interprété cette disposition en disant que c'est au législateur de prendre les décisions clés et pas à nous. Il était plus réticent que les cours allemandes et aussi françaises qui ont fait aussi des conditions minimum pour le gouvernement. Et il y a aussi le tribunal fédéral suisse, quant à lui, qui était de l'opinion qu'il n'y a pas de standing du tout. J'ai rejeté cet argument il y a quelques minutes. Et aussi le Court of Appeal de New Zealand était aussi un peu dans la voie norvégienne. C'est assez intéressant de citer ce tribunal parce qu'on a cité l'exemple de New Zealand positivement avec les droits de l'environnement, mais les cours sont beaucoup plus réticentes
à dire aux législateurs quoi à faire. Donc, j'arrive à ma conclusion, ou à plusieurs conclusions. Premièrement, le potentiel des cours et conseils est limité par leurs droits respectifs, leur droit national. La recevabilité des requêtes contre des omissions et des omissions selon des mesures étatiques contre le réchauffement climatique ne devrait pas être rejetée pour manque d'affectation personnelle, parce que c'est précisément la tâche des cours et conseils constitutionnels de protéger aussi contre des violations générales des droits de l'homme. Comme la juridiction timide, la Cour constitutionnelle fédérale laisse une grande marge d'appréciation aux législatures pour l'exécution de l'obligation de protéger le climat des la loi fondamentale. Or, la Cour constitutionnelle fédérale combina cette approche objective avec une approche subjective forte en étalant les droits fondamentaux dans le temps et appliquant la proportionnalité aux mesures étatiques contre le réchauffement climatique. La reconnaissance d'un droit individuel intertemporel permet un recours judiciaire des individus et des groupes devant les juridictions nationales et internationales. Et on verra si cette cross-fertilisation dont a parlé le professeur Mbeng et aussi Yves l'autre moment va nous conduire à des décisions semblables au niveau international. Et je veux finir à vous démontrer encore la considération principale de la Cour constitutionnelle fédérale. La loi fondamentale exige une préservation dans le temps de la liberté garantie par les droits fondamentaux et une répartition proportionnée des opportunités de liberté entre les générations. Je vous remercie beaucoup. Bien, merci beaucoup et merci en particulier d'avoir tenu le temps en nous donnant autant d'éléments, autant d'informations et de réflexions, et d'avoir abordé autant de principes fondamentaux en éclairant d'une manière pédagogique finalement quels étaient les points d'ancrage et notamment cette question évidemment des relations entre les générations et les questions de proportionnalité. Tout cela qui fait que nous essayons de vivre dans un monde qui soit à peu près équilibré. J'ai trouvé très intéressant ces mots rapides, parce que vous ne pouviez pas faire autrement, que vous nous avez donnés sur les autres juridictions nationales. Et je me disais que ce serait intéressant tout de même d'avoir un recensement aussi complet, si c'était possible, de ce qui se fait un peu partout dans le monde et probablement selon les catégories d'État, parce que les niveaux de développement, les conditions sociologiques, etc., ont beaucoup à voir là-dedans. Je suppose que votre étudiante de Göttingen, évidemment, a une conscience certainement beaucoup plus aiguë des problèmes environnementaux que peut avoir une étudiante d'autres pays, où les questions sont moins prégnantes et moins soulevées. Donc il y a là une mine, à mon avis, qui est importante et qui donnerait d'ailleurs du grain à moudre à ce principe de fertilisation croisée. Chacun s'inspirant de l'autre, enfin, il y a là certainement quelque chose à faire. Alors, nous allons passer au troisième orateur, qui est Gabriel Marceau, qui est professeur associé à l'Université de Genève et qui est conseiller principal à l'OMC. C'est la personne qui sait tout sur l'OMC. Chaque fois que j'ai croisé Gabriel Marceau dans des colloques, c'est arrivé assez souvent, par chance pour moi, j'ai été absolument ébloui par... Elle sait tout. Alors vous allez voir, elle va tout vous dire sur ce que l'OMC, qu'on n'attend pas vraiment à ce tournant, a priori. Hein, c'est pas l'environnement qu'on pense quand on dit l'OMC, mais elle va nous montrer que nous avions tort.